Ça commence par une anecdote, parce que j'ai un long passé de syndicaliste, et on a failli m'appeler Maurice. Et vous avez failli m'appeler Maurice à la place de Marcel. Et de tous les gens que je connais, vous êtes seulement la deuxième personne qui m'appelait Maurice, l'autre étant Jacques Delors. Je vous propose de réfléchir ensemble à haute voix sur l'enjeu du débat de cet après-midi. Et pour résumer ma pensée en 3 mots, je pense que la transformation du numérique est une transformation radicale. Personne ne va y échapper. Et nous sommes devant l'obligation d'inventer notre futur et pas d'essayer d'imaginer comment on peut adapter nos règles à un monde qui est en train de finir. Vous dis autrement, je pense que pour nous, je me mets dedans, parce que je suis un passionné de l'Europe et un passionné du dialogue social, nous avons, dans ce contexte très difficile, à trouver la voie pour réenchanter l'espérance. C'est ça l'enjeu. Alors, premier point, la transformation du numérique touche toutes les entreprises et l'ensemble du travail. Et en écho à ce qui a été dit dans la séance précédente, je voudrais prendre 2 ou 3 exemples d'emplois très concrets que tout le monde connaît, qu'on a partout dans nos pays européens. Premier exemple, l'activité postale. On n'envoie plus de courrier, on envoie des mails, et les facteurs sont de plus en plus, les postes nationales sont de plus en plus des entreprises qui distribuent des colis qu'on commande chez Amazon et qui sont beaucoup distribués à Noël et au Nouvel An avec une forte activité saisonnière. Le travail des postiers, c'est un travail ultra classique, complètement transformé. Deuxième exemple, les métiers de l'assurance. Avec les données personnelles, de plus en plus, les assureurs vont vers la garantie des risques individuels, avec des tarifs individuels. Si bien que les formes de mutualisation, qu'elles étaient publiques ou privées, sont en train de voler en éclats dans un rapport individuel direct avec des sociétés d'assurance. Troisième exemple, qui est un peu encore en devenir, qu'on ne voit pas encore bien tout à fait, mais avec les imprimantes qu'on appelle 3D, il est assez probable que demain, quand on produira un bien, une pièce, une voiture, le coût unitaire d'une petite série sera à peu près le même que celui d'une grande série. Et donc, on pourra produire là où on vendra. Donc, on voit bien que tout ça qui est à l'œuvre et qui ne va pas s'arrêter transforme radicalement le monde dans lequel on est. Alors, ça pose des questions multiples. Il y en a eu beaucoup déjà d'évoquées dans le débat précédent, autour du nombre d'emplois que ça va créer ou que ça va faire disparaître, autour du statut, autour des conditions de travail. Je pense que rien n'est écrit et qu'à part les auteurs de science-fiction, personne ne peut prétendre écrire l'avenir. Et je voudrais prendre un seul exemple pour l'illustrer. Nous interroger 2 minutes sur que sera demain le travail des gens qui seront à la production des automobiles. Selon que les prêts de voitures et le fait qu'on utilise les voitures qui sont à disposition, qu'on n'a plus sa propre voiture, ou bien qu'on va davantage vers « j'ai ma voiture personnalisée ». On a les 2 extrêmes. Quand à Paris et dans les autres villes, on prend une voiture à disposition à une borne, elles sont toutes pareilles. Il n'y a aucune différence. Donc on est sur une production de masse et sur une uniformité totale.
Si au contraire, on est sur les voitures achetées par les individus, on est de plus en plus sur une personnalisation forte. Eh bien, selon que je suis travailleur sur une chaîne de fabrication qui fait des voitures uniformes ou qui fait des voitures diversifiées en fonction du client qui en aura besoin, je n'ai pas le même métier, je ne fais pas le même travail. Mais on voit bien aussi que derrière ça, c'est un mode de société qui s'engage. Donc on est sur une histoire inédite qu'il nous faut écrire. Et parce qu'elle n'est pas écrite, on peut peser sur la manière dont elle va s'écrire. Ce qui fait un peu problème, c'est que cette rupture profonde qu'on voit arriver avec cette numérisation de l'économie, elle vient dans une crise déjà fortement ancrée et qui a plein d'aspects. Finalement, c'est une couche de plus. On est dans une crise forte du climat, des ressources naturelles. Je ne rappelle pas le succès de la COP 21 il y a quelques semaines. On est dans une crise de la pauvreté et de l'exclusion, ça a déjà été dit, des inégalités. En Europe, dans notre Union européenne, 1% des citoyens disposent du tiers de la richesse. En Europe, pas aux États-Unis. On est dans une crise géopolitique, avec le terrorisme, avec la crise des réfugiés, mais on est aussi dans une crise des institutions et des organisations, qui ont beaucoup de mal à proposer à leurs membres, aux citoyens, une lecture du monde qui est en train de changer, et du mal à proposer un chemin qui donne une perspective. On est dans cette crise-là. Et c'est une crise de la mondialisation qui est extrêmement paradoxale, parce que jamais on n'a été dans une situation où l'interdépendance entre les êtres humains sur la planète n'a été aussi grande. Jamais on n'était dans une situation où finalement on pouvait autant construire l'humanité, parce que confronté aux mêmes risques, aux mêmes difficultés. Et c'est à ce moment-là qu'on est le plus sur le repli, sur le refus de l'autre, sur le renfermement sur son petit territoire. Et c'est ce paradoxe qu'il faut dépasser. Et ce qui me frappe, dans mon travail de confrontation, je rencontre des chefs d'entreprise, je rencontre des syndicalistes, je rencontre des élus politiques, je rencontre des fonctionnaires européens, français. Ce qui me frappe, quand je rencontre pour beaucoup des gens qui sont en responsabilité, c'est d'un côté une forme de lassitude, comme si on n'espérait plus dans quelque chose, comme si on en avait un peu marre, qu'on n'y croyait plus. Et puis, à l'opposé, une tentative de fuite, une forme de négation de la réalité, ou plutôt le refus d'affronter une complexité extrêmement importante. Et plutôt que d'attaquer la complexité, d'y aller par l'anathème, par les yakas, par les faucons, voilà. Je crois qu'entre les deux, parce que les deux amènent au même résultat, entre les deux, il y a une voie étroite qui consiste à fédérer les énergies qui existent, les aspirations qui existent, confronter finalement les cultures, dépasser les intérêts pour définir un avenir commun. Alors, construire de l'intérêt commun pour agir ensemble, finalement, quand je dis tout ça, je ne fais pas autre chose que de décrire ce qu'est le dialogue social. Et je trouve que le dialogue social est un outil remarquable si on sait lui redonner du sens dans l'actualité d'aujourd'hui pour répondre aux défis auxquels on est confronté. Alors, quand on parle de tout ça, et je fais un peu écho au débat de tout à l'heure, finalement, faut-il croire au dialogue entre les partis? Faut-il croire aux institutions, aux règles? Qu'est-ce qui est le plus important pour changer les choses? J'ai envie de faire un petit détour par la fiscalité. Alors, je le fais à dessein parce que si je reviens 2 minutes
sur les enjeux directs posés par la numérisation, je crois qu'ils sont de deux ordres. Ils sont pour une part des défis posés à l'ensemble des individus. Quel sera le travail que j'aurai demain? Je le ferai comment? Comment pourrais-je équilibrer ma vie personnelle et ma vie au travail? Comment je vais gérer dans la relation avec les autres toutes les données qui nous entourent? Sont-elles synonymes de nouvelles libertés ou de nouvelles contraintes? Beaucoup de questions individuelles. Mais elles posent des questions collectives redoutables. Ça a été aussi un peu évoqué tout à l'heure. On voit bien que nos systèmes collectifs ne sont plus opérants et qu'il faut sans doute les réinventer. On voit bien que nos systèmes de régulation ne fonctionnent plus, ou mal. Je ne rentre pas dans les détails, mais je pourrais donner beaucoup d'explications. Et on a souvent le sentiment que rien n'est possible. Alors, je disais, petit détour par la fiscalité, parce que le numérique réinterroge sur est-ce qu'on peut, dans la nouvelle économie qui va arriver, capter une partie de la valeur produite pour la mutualiser. On voit bien tout le débat qu'il y a avec les nouvelles formes de covoiturage, d'hôtels, etc. Je ne rentre pas dans les détails, vous connaissez tout ça. Alors, fiscalité, c'est intéressant parce que c'est un élément très identitaire, ça fait partie des souverainetés nationales, et pourtant, c'est un élément clé des solidarités et de la conduite des politiques au sens de l'intérêt commun. Alors, regardons 2 minutes ce qui vient de se passer sur les 3-4 dernières années, pas plus. En quelques années, s'est imposée l'idée qu'il fallait en finir avec le secret bancaire. Et ça rentre dans les faits. Je ne connais pas trop l'actualité de chacun de nos pays, mais je vois qu'en France, tous les jours, il y a des repentis fiscaux. Parce que les fichiers sont aujourd'hui devenus transparents. Deuxième fait très récent, parce qu'il est dans l'actualité, l'Union européenne est en train de contraindre fortement les entreprises multinationales qui pratiquent l'optimisation fiscale. Et comment ça s'est passé? C'est le Parlement européen qui s'en est saisi. Il a auditionné les multinationales, il a fait des enquêtes, il est même allé voir la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, et c'est en train de déboucher sur des nouvelles règles contraignantes dans les États membres. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu finalement que dans chaque État s'était débrouillé à créer des formes d'optimisation fiscale pour son propre compte et qui avaient bien sûr des incidences négatives pour les pays voisins. Mais qu'au total, on ne sait plus très bien qui gagne quoi, parce que chacun met en place des politiques d'optimisation fiscale qui sont bénéfiques pour lui, mais il est pénalisé par les mécaniques mises en place par ses voisins. Donc les choses bougent grâce au Parlement européen. Il se trouve que le Parlement européen n'a aucune compétence juridique pour traiter de cette question. Les traités ne lui donnent absolument pas le droit. La fiscalité, ça reste un apanage des États-nations. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que, devant les scandales provoqués par ça, sous la pression de l'opinion publique et de certaines ONG, le refus des populations de laisser se développer ce qu'on pourrait qualifier d'une crise éthique produit des résultats. Ça veut dire que, je reviens à ma question pour avancer collectivement, nous avons besoin de règles, nous avons besoin d'institutions, nous avons besoin d'acteurs. Et finalement, les plus importants, c'est les acteurs. Que des règles figées, pas appliquées, ne servent pas à grand-chose, que les institutions sont lourdes, mettent du temps à bouger, parfois s'autoprotègent, et que finalement, c'est les hommes et les femmes qui se mobilisent au nom des valeurs qui sont les leurs, qui font la dynamique collective.
Crise multiple, l'UE qui s'en sort bien apparemment, enfin qui fait des progrès dans ce domaine-là, mais qui nous a habitués à une vraie dérive qui a accompagné la dérive de l'économie, qui font que la question de la rentabilité financière est devenue petit à petit le critère de base des choix d'investissement, d'organisation, de recrutement, et que ça a des conséquences énormes sur nos sociétés. Alors, la situation n'est pas facile, oui. En quoi est-ce que le dialogue social peut être une réponse? Et à quel niveau le mettre? Je reviens sur ce que je disais d'entrée. Le plus frappant dans la transformation de l'économie, c'est la transformation de l'entreprise. Aucune n'y échappe. Aucune n'y échappe. Alors on ne sait pas dire aujourd'hui quel sera le statut des salariés, leurs conditions de travail. Par contre, quoi qu'il en soit, restera le fait qu'il y a une communauté d'hommes et de femmes qui, dans des formes diverses et variées, réalisera la production de biens ou de services. J'appelle entreprise cette communauté d'hommes et de femmes, avec des statuts divers et variés. Cette entreprise, elle est clé pourquoi? Parce que cette communauté d'hommes et de femmes est obligée de construire régulièrement des compromis, obligée de dépasser les intérêts particuliers pour aller sur un intérêt commun. Et les défis auxquels nous sommes confrontés avec le numérique, mais aussi avec l'ensemble des autres sujets qui font la crise dans laquelle le monde se débat, les problèmes sont communs à l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas d'un côté les travailleurs qui auraient ces problèmes-là et les employeurs qui n'en auraient pas. Il n'y a pas d'un côté des employeurs qui auraient un problème et les travailleurs qui n'en auraient pas. Une des choses qui me frappe beaucoup dans les discussions que j'ai avec des employeurs ces temps-ci, confrontés à ce besoin d'adaptation phénoménal, ils disent dans l'entreprise, on est obligé de faire des efforts considérables d'adaptation. Et donc, il faut convaincre les travailleurs, les syndicats, de ces efforts à faire. Mais quand les travailleurs, les syndicats me demandent à moi, chef d'entreprise, oui, faisons ces efforts-là pour s'adapter, mais on en sera où dans 5 ans? Le chef d'entreprise me dit, je ne sais pas leur répondre. Je ne sais pas leur répondre parce qu'on est dans un monde incertain. Ça veut dire que, de mon point de vue, ce cœur qu'est l'entreprise, avec l'ensemble de ses parties prenantes, a la responsabilité commune d'affronter un monde nouveau, incertain. Et que si on sait organiser dans l'entreprise une place à chacune des parties prenantes, internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise, tous ceux qui, à un moment donné, ont à faire avec la finalité de l'entreprise, que ça inclut y compris les destinataires des biens. Et la frontière entre le destinataire et le producteur s'est effacée. Moi, pour venir ici, mon billet de train, c'est moi qui me le suis imprimé, ce n'est pas la personne de la compagnie de chemin de fer. Où est la frontière? On ne sait plus. Mais donc, si on sait associer l'ensemble des parties prenantes internes et externes, et que le projet d'entreprise intègre, prend en compte une partie des demandes spécifiques de chacune des parties prenantes, pour que le projet d'entreprise soit un projet qui respecte les intérêts de l'ensemble des parties prenantes, internes et externes. Et dans l'externe, je mets y compris la puissance publique, et notamment le territoire. Pourquoi le territoire? Parce que dans cette crise qui touche aussi la crise de la démocratie, où il faut qu'on se redonne confiance en nous, confiance dans les autres, non pas pour s'enfermer dans le territoire, mais comme en faisant un moyen de confronter nos cultures pour être plus forts et aller rencontrer les autres. Ce territoire, c'est le lieu de la reconstruction. Ça veut dire que les partenaires sociaux ont un effort considérable à faire. Parce que si en Europe, on a vu
les inégalités se développer. Ça veut probablement dire qu'une partie de nos mécaniques institutionnelles ne fonctionne plus. Et que je ne crois plus du tout que demain, on pourra décider qu'on définit un ensemble de protection sociale au niveau européen qui se déclinerait ensuite au niveau national et qui finirait dans les territoires. Je crois que c'est un mode fini. Je crois qu'il faut réinventer une forme de relation entre les niveaux qui tient compte du fait qu'on va vers des sociétés de plus en plus horizontales et que retrouver le sens du bien commun, c'est se poser à chaque fois la question de quel est le bon niveau pour construire de la régulation. Et l'entreprise est un lieu de régulation qui ne doit pas nier l'intérêt commun. Ne pas nier l'intérêt commun, c'est s'obliger dans l'entreprise à prendre en compte une partie des parties prenantes externes à l'entreprise. Non pas comme une finalité, mais comme un point de départ. Ça veut dire aussi, et j'en terminerai par là, que dans la crise de nos démocraties, il faut réinventer une relation entre la sphère privée et la sphère publique, entre la régulation privée et la régulation publique. Je m'explique. Les entreprises sont beaucoup plus agiles que les administrations. Et les entreprises, tous les jours, à travers les actes qu'elles posent, elles font de la régulation, positive ou négative. Qu'il y a des domaines aujourd'hui où les entreprises sont beaucoup plus efficaces en termes de régulation ou d'inflexion de nos sociétés. Et donc, si on ne les contraint pas dans une démarche de prise en compte de l'intérêt commun, on aura du mal à reconstruire des formes de régulation. Prendre en compte l'intérêt commun au niveau de l'entreprise, ça veut dire aussi prendre en compte la question des externalités. Je m'explique là aussi en 2 mots. En 30 ans, petit à petit, l'économie s'est organisée en sectionnant la construction de la chaîne de la valeur et en faisant en sorte qu'il y ait une forme de hiérarchie entre les entreprises, et notamment les donneurs d'ordre qui font leur beurre sur le sous-traitant en lui pressant le citron. Mais c'est bien comme ça que les choses se sont passées. Et en fait, une partie de la richesse dégagée par les plus chanceux résulte du fait qu'une partie des conséquences de leur activité n'est pas supportée par eux-mêmes, mais supportée par quelqu'un dans la cascade. Or, si nous voulons que des entreprises soient responsables, et qu'elles soient toutes responsables, ça veut dire qu'il faut discriminer économiquement celles qui sont responsables de celles qui ne le sont pas. Et que faire d'autre sinon de les discriminer sur le plan économique? Ça a l'air de rien, mais j'indique de mon point de vue une voie qui consiste non pas seulement à partir de l'entreprise pour discuter, négocier dans l'entreprise et se mettre d'accord sur un projet d'entreprise, mais pour comment, dans le débat qu'on peut porter dans l'entreprise, parce qu'on est dans un nouveau paradigme, on crée une vision de ce que doit être l'économie et de ce que doit être la société. Quand, par exemple, on se pose la question d'un investissement du long terme, faire une route, faire une école, organiser un transport en commun. Si nos sociétés restent sur une mécanique qui vise à prendre en compte la rentabilité financière, alors on aura des lendemains qui déchanteront. Si on arrive, dans les choix des investissements, à prendre en compte les enjeux économiques, sociaux et sociétaux, si on fait de la question du capital humain un morceau du capital collectif, alors les choix à faire seront très différents. Sur le climat, un consensus est en train de se dégager pour dire qu'il faut donner un prix aux émissions de gaz à effet de serre. Il faut donner un prix au carbone
pour inciter les employeurs, les industriels, les collectivités, les citoyens à être économes de leur énergie et à utiliser une économie décarbonée. Ça va de soi qu'on le fasse si on considère que donner demain aux jeunes générations un avenir dans un monde vivable et respirable, il faut prendre les moyens. Mais pourquoi faudrait-il faire cet effort positif au regard de la question du climat et donc obliger les acteurs à prendre en compte les externalités liées au climat et que la question centrale de l'individu, donc les externalités qui touchent les individus, ne seraient pas au cœur du projet économique et social de l'Europe. Et je finis en disant, l'Europe aujourd'hui dans le monde se distingue par le fait qu'elle a su, pendant 60 ans, faire en sorte qu'on était un continent où l'articulation entre l'économique et le social n'avait pas son pareil ailleurs dans le monde. Où on avait des formes de protection sociale collective qui fait qu'on était protégé en cas de maladie, de perte d'emploi, qu'on avait accès au logement, à la santé, à l'éducation. Partir de l'entreprise pour repenser le monde qui est en train d'être bouleversé, c'est en Europe se donner les moyens de réinventer ces valeurs fondamentales qui font de l'Europe un continent particulier et participer à donner de l'espérance dans une mondialisation difficile.